Le Grand Entretien, l'émission politique hebdomadaire de RCJ. Invité du Grand Entretien ce matin, Jean-Pierre Chevènement, sénateur de Belfort, président d'honneur du mouvement républicain et citoyen et président de la fondation Res Publica. À mes côtés, Yves Deray. Jean-Pierre Chevènement, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez « La France est-elle finie ?», qui est une réflexion à partir des thèmes qui vous sont chers sur l'évolution politique de ces dernières années, de ces dernières décennies. On va en parler. On va parler aussi de l'actualité politique, de votre positionnement pour 2012. Et d'abord, ce livre est une charge contre François Mitterrand, au moment d'ailleurs où il y a... Non, je ne pense pas que ce soit une charge. C'est, si vous le permettez, c'est un essai de compréhension de ce qu'ont été les choix de François Mitterrand, qui est arrivé au pouvoir en 81, et je dirais que nous l'y avons aidé. Moi-même, au congrès d'Épinay, j'ai joué un rôle tout à fait déterminant. Mais j'essaye de comprendre rétrospectivement pourquoi la gauche a épousé le néolibéralisme en Europe, mais en se parant des couleurs de l'Europe et au nom d'un projet européen qui dépassait la nation, d'un au-delà des nations, un peu comme Pascal pariait sur l'au-delà et sur l'existence de Dieu, François Mitterrand a parié sur un au-delà des nations. On ne peut pas dire que ce soit un livre dirigé contre François Mitterrand, non, mais enfin, dont je parle avec toujours beaucoup de respect, et en cherchant à comprendre ce qu'ont été les déterminants ultimes de son action. Absolument, mais disons quand même qu'au moment où il y a une sorte de communion nostalgique autour de la figure de François Mitterrand, vous pointez disons que c'est une nostalgie des victoires, mais qui ne l'éprouverait. Disons quand même que vous pointez un certain nombre de responsabilités dans l'état de la France aujourd'hui. Mais je les impute, je dirais, plus à la coalition, à l'alliance de fer, pour reprendre l'expression de Jacques Delors, qui s'était formée entre le cabinet de Pierre Mauroy et le cabinet de Jacques Delors dès 1981 pour imposer le tournant libéral, le tournant de la rigueur de mars 1983. Ils sont parvenus au but. Et François Mitterrand, qui a été hésitant, je le rappelle, s'est peut-être laissé forcer la main, je n'en sais rien. Toujours est-il que ce choix ayant été fait, en grand politique, il l'a habillé aux couleurs de l'Europe, et c'est au nom de la solidarité européenne que François Mitterrand a justifié ces choix qui se sont révélés irréversibles, car la parenthèse libérale, pour reprendre l'expression qu'avait employée à l'époque Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti socialiste, cette parenthèse libérale ne s'est jamais refermée. Jean-Pierre Chevènement, dans votre livre, vous faites un lien entre la défaite de 39-40, qui d'une certaine manière s'est transformée un peu en pessimisme français, et puis la manière dont la gauche a pris le pouvoir en 81, un peu renoncé à ses idéaux. Est-ce que, selon vous, le passage à Vichy de François Mitterrand est quelque part symptomatique de cet esprit un peu défaitiste que vous dénoncez dans votre livre ? Non, je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Je pense que la France a subi un coup très rude et presque mortel pendant la Première Guerre mondiale. Nous avons quand même sacrifié 1 400 000 jeunes gens, alors que la France était un pays qui renouvelait à peine ses générations. Donc la France s'est trouvée isolée dans l'entre-deux-guerres, elle n'avait plus l'alliance russe, les États-Unis étaient retournés à l'isolationnisme, les Britanniques étaient sur une position très molle vis-à-vis de Hitler, c'est ce qu'on appelait l'appeasement, et je montre que au seul moment où la France aurait pu réagir, lors de la réoccupation par Hitler de la rive gauche du Rhin, elle en a été empêchée par ses alliés, la Grande-Bretagne et les États-Unis, et je dois dire aussi qu'en elle-même, la France n'avait plus les hommes de caractère qui lui auraient permis de réagir. Donc, il y a une dépression française, elle commence très tôt dans l'histoire, 1918-19, le fait que la paix de Versailles est une paix branlante, que les États-Unis ne confirment pas les garanties que Wilson avait données à Clemenceau, et un pays qui, isolé, s'effondre en 5 semaines. Donc ça marque la psychologie d'un peuple qui vient de très loin dans l'histoire. Là, vous êtes sur la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je suis sur la Deuxième Guerre mondiale. Vichy, l'occupation, le discrédit qui s'entraîne.
Hein, c'est terrible. Et mais heureusement, Vichy, justement, ça a pesé sur l'état d'esprit français depuis toutes ces années. je pense que sur le moment, ça a été surmonté parce que les gens ne connaissaient pas tous les arrière-plans, mais ça a été surmonté grâce à De Gaulle, qui a donné à la France, je dirais, dans une certaine mesure, l'illusion qu'elle était revenue à la situation d'avant. En fait, ce n'était pas tout à fait exact. Enfin, il a remis la France au rang des grands. Et puis Jacques Chirac aussi, qui a reconnu la responsabilité du mais c'est régime beaucoup de plus Vichy. tard, c'est 1970, après la mort du général de Gaulle, qu'on voit s'inverser les données de l'esprit public et que la France entre dans cette ère de repentance. Alors, assumer les ombres de son histoire, c'est bien, mais encore faut-il conserver une raisonnable estime de soi. C'est-à-dire que l'histoire de la France a ses ombres, elle a ses lumières, il y a la résistance, il y a De Gaulle, l'appel du 18 juin, il y a quand même... On est allé trop loin dans le repentant, c'est ça que vous nous dites là ? Je pense qu'on est allé trop loin dans la repentance. Et je pense que Jacques Chirac n'a pas commis une bonne action en disant que la France, et non pas l'État français, avait commis l'irréparable. Parce que je pense que c'est l'État français de Vichy qui s'est profondément et définitivement déshonoré. Ce n'est pas la masse du peuple français qui était un peuple prostré en 1940 par une défaite soudaine qui n'avait pas vu venir et qui, à un certain moment, a peut-être eu l'impression que le maréchal Pétain le protégerait, mais très rapidement, on l'a vu le 11 novembre 1940, après Montoire, je pense que dans l'esprit public, et moi j'ai gardé quelques souvenirs de cette époque-là. Je suis né sous la Troisième République en 1939. On me dirait que c'était l'extrême fin, mais j'ai vu les soldats allemands chez moi. J'ai gardé le souvenir de ce qu'était l'occupation. J'ai vu les réactions de ma mère. Je peux vous dire que elle était tout sauf pétainiste et collaboratrice. Hein, donc, je pense que il y a là une description qui est outrée de ce qu'était l'état d'esprit du peuple français. Le peuple français s'est très vite éloigné de Pétain, et le premier discours où Pétain parle du vent mauvais qui souffle sur la France, c'est mai 1941, avant même l'invasion de l'Union soviétique par Hitler. C'est dire que la France s'est très vite retournée. Et quel pays n'aurait pas été sonné par une défaite comme celle-là, sans analogue, sans précédent dans notre histoire. Donc je pense qu'il faut comprendre les déterminations du peuple français, condamner ceux qui méritent de l'être, sans faiblesse, mais en même temps ne pas faire porter au peuple français tout entier la honte de la collaboration et du Veldiv, etc. Je crois que c'est excessif. Donc il faut revenir à une vision plus juste qui permette au peuple français de retrouver l'estime de soi et de continuer son histoire. Alors ça, ce sont les positions qui sont les vôtres, Jean-Pierre Chevènement, qu'on connaît du reste et que je les ai déjà exprimées à votre micro. À notre micro. En revanche, sur l'actualité, vous écrivez dans le livre, le Parti socialiste gagnerait à critiquer le président de la République sur son projet plutôt que sur son style. Nicolas Sarkozy est un libéral, un européiste et un occidentaliste. Ces trois griefs devraient suffire à nourrir la campagne de la gauche. Au fond, pour un projet alternatif, au fond, le projet pour vous, ce doit être non à l'Europe, non au libéralisme, non à l'Europe et non à l'Occident. Non, pas du tout, je ne raisonne pas comme ça. Je pense simplement que la théorie de l'efficience des marchés, celle qui s'est imposée en 1980, dans les années 80, Milton Friedman, le néolibéralisme, tout ça a montré ses limites. Nous sommes en pleine crise du néolibéralisme. Il faut revenir vers des systèmes plus régulés. Il faut revenir vers un type d'économie mixte. Il faut mettre un peu de viscosité dans cet univers complètement décompartimenté, complètement globalisé, où on ne sait pas ce qui se passe finalement. Vous avez 4000 milliards de dollars qui s'échangent tous les jours sur le marché de devises. Donc vous avez une concurrence entre les monnaies qui n'est pas raisonnable. Donc on ne peut pas être aujourd'hui sur la ligne néolibérale. Je pense que beaucoup l'ont été dans les 20 dernières années, mais ça ne tient plus la route. Deuxièmement, l'Europe. Moi je suis pour l'organisation des nations européennes, mais à partir des nations. Je pense que la nation reste le lieu d'élaboration
de la volonté démocratique. C'est là qu'on peut définir un projet. Et il faut voir comment les projets des différentes nations peuvent se recouper, converger vers un projet européen, vers ce que j'appelle une république européenne des peuples. Mais ça ne peut pas être un gouvernement technocratique qui impose ses choix par-dessus la volonté des peuples. Parce que ça n'est pas populaire. J'ai pas besoin de vous dire que l'Europe a quand même été rejetée par plus de 55% des voix en 2005, et qu'on lui a imposé, finalement, à travers le traité de Lisbonne, un remake de cette constitution européenne dont il ne voulait pas. Troisièmement, l'Occident. L'Occident, il est varié, il est pluriel. Disons que l'Amérique, l'Europe, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mettons le Japon en Occident, je n'en sais rien, c'est plutôt l'Extrême-Orient. Et le Sud, il est lui-même pluriel. Vous n'allez pas confondre les Chinois avec les Indiens, ni avec les musulmans, ni avec les latino-américains. Nous avons intérêt à avoir un Sud pluriel. Au fond, Jean-Pierre Chevènement, puisque il y a un autre anniversaire cette semaine, c'est celui de Philippe Séguin. Sur ces thèmes-là, vous vous sentiriez plus proche de Séguin que de Mitterrand? Écoutez, au moment du traité de Maastricht, j'ai voté l'exception d'irrecevabilité que Philippe Séguin a déposée devant l'Assemblée nationale. Il a dit Maastricht, c'est l'anti-1789. Et moi, je suis un fils de 1789, donc j'ai ressenti les choses comme lui. Je pense, malgré tout, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je vais pas tomber dans le politiquement correct. Avec toutes les qualités qui étaient les siennes, Philippe Séguin n'a jamais franchi le Rubicon. Et il a administré la preuve qu'on ne pouvait pas rénover le gaullisme de l'intérieur. Et il n'a pas cherché à réaliser l'alliance des républicains des deux rives. Alors, vous l'avez dit, vous étiez contre le traité de Maastricht, qui a engagé le processus qui a conduit à l'euro. Aujourd'hui, avec la crise financière internationale, on voit bien que cette monnaie est en grande difficulté. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'euro est condamné ? Mais écoutez, c'était visible dès le départ. L'euro est une monnaie qui a associé 16 pays, maintenant 17, des pays très différents, à la structure économique tout à fait hétérogène. Vous avez l'Allemagne, les pays de l'Europe du Nord, c'est l'atelier industriel de l'Europe. Vous avez les pays de l'Europe du Sud où il y a peu ou même pas d'industrie. Vous prenez le cas de la Grèce. Donc vous avez des politiques... Donc vous pensez que l'euro, c'est fini ? Des politiques divergentes. Vous savez, historiquement, toutes les unions monétaires, l'Union latine, l'Union scandinave, ont capoté. Donc moi, je l'avais dit en 1992. Donc je ne dis pas que c'est fini. Je pense qu'au point où nous en sommes arrivés, l'avion a décollé. Je ne propose pas qu'on saute par le hublot. Je propose qu'on s'approprie les commandes, le manche à balai, pour essayer d'atterrir en douceur. Et il faut pour cela changer les règles de l'euro. L'euro ne survivra pas sans une initiative européenne de croissance. Seule la croissance peut sauver l'euro. Seule une autre politique au niveau de la Banque centrale, consistant à acheter des titres de dette sur les marchés financiers, peut éviter à un certain nombre de pays de faire défaut. Et moi, je ne serais pas hostile, dans certaines conditions, bien sûr, à l'émission d'eurobonds. Mais je constate... Vous savez que l'Allemagne est contre. Je sais que l'Allemagne est contre. Mais alors, il faut faire pression, pas seulement la France, les autres Européens, pour amener l'Allemagne à accepter d'autres règles du jeu pour sauver l'euro, parce que ça aussi, c'est dans l'intérêt de l'Allemagne. Et je pense que nous avons intérêt à ce que la France ne soit pas finie, et ne se considère pas comme finie, et ne sorte pas de l'histoire, parce que en Europe, elle a un rôle d'équilibre indispensable, dans l'intérêt de l'Europe et de l'Allemagne elle-même. Alors Jean-Pierre Chevènement, il y a eu cette semaine une tempête autour des propos de Manuel Valls sur les 35 heures, et le débat est... Tempête dans un verre d'eau. Dans un verre d'eau. Oui, mais enfin bon, le débat est ouvert maintenant et il divise la droite et la gauche. Est-ce qu'il faut revenir aujourd'hui sur les 35 heures ? Mais vous voyez, c'est le type même du faux débat qui agite les médias et la classe politique. C'est lamentable. Les 35 heures, ça n'existe plus. Aujourd'hui, vous pouvez travailler 39 heures, 40 heures, 42 heures. Alors, si ça n'existe plus, il faut peut-être le dire. C'est la durée légale existe, mais au-delà, vous pouvez travailler autant que vous voulez. Vous avez simplement 10% de plus jusqu'à 39 heures et 25% de plus après. Donc, la proposition de Manuel Valls, c'est une proposition qui porte atteinte au pouvoir d'achat des ouvriers. Est-ce opportun ?
La réponse est clairement non. Manuel Valls accompagne quand même sa proposition de négociation en entreprise d'augmentation de salaire en parallèle de l'augmentation du temps de travail. Bah,